Le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéresse aux lanceurs d'alerte. Alors, vous en avez beaucoup entendu parler lors de la loi Sapin 2 qui avait institué un statut pour ces lanceurs d'alerte, mais pour un certain nombre d'acteurs, de terrain, d'associations, ça n'allait pas assez loin et une proposition de loi a été examinée. Alors, en première lecture, votée par le Sénat et l'Assemblée, puis après une commission mixte paritaire, c'est la règle législative, le texte repart au Sénat et il sera, de toute évidence, voté. C'est une proposition de loi, c'est intéressant parce que c'est d'émanation parlementaire. Et je vous présente mes invités parce que quand on dit lanceur d'alerte, on pense Mediator, ce médecin brestois, cette femme, Facebook, Luxembourg Leaks, et toutes ces femmes et ces hommes qui un jour, au péril de leur carrière professionnelle, et j'allais même presque dire de leur vie personnelle, eh bien, ont décidé de dire non à des méthodes, à des pratiques dans le domaine bancaire, dans le domaine écologique aussi, parce qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte sur ces sujets autour de l'écologie. Avec moi, Aline Jacquet-Duval. Bonjour maître, vous êtes avocate en relations sociales, membre du comité scientifique Entreprise et Progrès. Absolument. Et on vous écoutera parce que les avocats, évidemment, sont en première ligne et vont devoir examiner, évidemment, l'aboutissement concret de ce texte et son application, parce que c'est tout l'enjeu, évidemment, des décrets d'application. Glenn Millot est avec nous. Bonjour Glenn. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Maison des lanceurs d'alerte. Je me tourne vers vous d'abord juste d'un mot sur cette fameuse Maison des lanceurs d'alerte. Alors, je suis allé sur le site internet. Au sens physique, on a une maison, les lanceurs d'alerte peuvent venir s'y réfugier? Non, c'est une toute petite maison. Donc on interagit plutôt à distance avec les lanceurs d'alerte ou dans des cafés, mais on n'a pas les moyens, financiers de... Non, mais je pensais à RSF, vous savez, qui accueille aujourd'hui des journalistes qui sont du monde entier et qui peuvent venir se réfugier physiquement à RSF. Ça pourrait être un objectif, mais on est loin d'avoir les moyens de le faire. En un mot, vous avez été un des acteurs aussi de l'amélioration de cette loi Sapin. Vous avez ferraillé avec le Sénat qui a travaillé sur ce texte. Avant de parler de la loi, qu'est-ce qui manquait à la loi Sapin ? Beaucoup de choses que la directive entendait réparer, notamment le fait d'être obligé de passer par le canal interne, c'est-à-dire de se soumettre peut-être entre le marteau et l'enclume. La directive propose maintenant, si le canal interne n'est pas satisfaisant ou s'il engendre certains risques pour le lanceur d'alerte ou pour l'alerte, le lanceur d'alerte peut passer par le canal externe, c'est-à-dire directement une autorité. Je précise, c'est une information essentielle, que tout cela fait écho à une directive d'octobre 2019, parce que c'est un sujet européen, et évidemment, dans le cadre des directives, pour être un tout petit peu technique, il faut des transpositions de directives. Alors la France est parfois un mauvais élève dans les transpositions, mais en tout cas celle-ci, elle est transposée. Alors c'est très intéressant, c'est pas un projet de loi, enfin je m'autorise à le dire. Ça vous surprend parce que ça aurait pu être d'émanation gouvernementale, que le gouvernement français dise on porte ce texte des lanceurs d'alerte, et c'est pas le cas. Alors c'était la même chose pour la directive sur le secret des affaires, aussi étonnamment. C'est vrai. C'était une proposition de loi qui était... Non mais ça dit quelque chose quand même, c'est-à-dire que le gouvernement soutient sans soutenir. On l'interprète comme on veut. De toute façon, le gouvernement ni le Parlement ne l'a proposé de le transposer dans les temps, parce qu'à la date du 17 décembre, qui était la date limite de transposition, il n'y avait que 2 pays sur les 27 qui avaient fait cette transposition. Donc on était en retard de toute façon. Maître, question de calendrier. Question de calendrier. Il n'y avait pas d'embarras autour de ce sujet, parce que il n'y a pas d'embarras, d'autant que les employeurs comme les organisations syndicales auraient dû se saisir du sujet, elles ne l'ont pas fait. Et ne l'ont pas fait. Concrètement, cette loi, donc cette proposition de loi qui vient finalement être une transposition de cette directive, qu'est-ce qu'elle apporte de plus si on veut commencer un tout petit peu à lister les améliorations pour les lanceurs d'alerte ou les lanceuses d'alerte ? Alors, il y a une clarification déjà de la définition, même des conditions pour lancer l'alerte. Par exemple, dans la version loi Sapin 2, avant la transposition, le lanceur d'alerte devait être de bonne foi, soit il devait être désintéressé. Ça pose peut-être certains problèmes avec des juridictions qui pourraient considérer, par exemple, que la personne serait dans une démarche militante. Et en étudiant la loi britannique, on s'est rendu compte que souvent, dans les procès, le lanceur d'alerte était attaqué sur sa posture, son statut, et finalement, l'alerte était mise de côté. Donc, le fait que maintenant, on passe à une condition qui repose uniquement sur le fait d'être désintéressé financièrement, on clarifie cette condition indispensable pour éviter les chasseurs de primes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'il y avait des lanceurs d'alerte, il y a eu quelques affaires, d'ailleurs médiatiques, où en fait, il y a eu des échanges d'argent pour aller récupérer les données. C'est bien de ça. Et là, aujourd'hui, il faut que les choses soient clean. Le lanceur d'alerte doit être désintéressé. On va éviter les maîtres chanteurs. C'est ça, pour éviter de faire chanter d'un côté l'entreprise en disant j'ai des données confidentielles, qui reviendrait finalement à une forme de cybercriminalité déguisée. Ça existe. Et ça existe aujourd'hui. C'est la guerre économique aussi. C'est la guerre, sauf que là, ce n'est pas des lanceurs d'alerte. C'est des chasseurs de primes. Ils peuvent adopter cette posture. Ils peuvent avoir double visage. Ils peuvent avoir double visage. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, financièrement, on ne doit pas avoir reçu d'argent, pas chasseur de primes. Il y a un autre élément que vous avez soulevé. Ça pourra être signalé
on signale des faits qui lui ont été rapportés. Ça, ça fait écho au dialogue social, puisque les partenaires sociaux qui ont été saisis ne se sont pas trop intéressés du sujet, mais un salarié dit « j'ai pas la force de le faire, mais je me confie à mon représentant syndical ». Et lui devient donc un lanceur d'alerte. Alors ça, c'est une innovation de la directive qui propose de considérer le lanceur d'alerte non plus tout seul, mais dans son environnement. C'est-à-dire qu'il peut être aidé de ses collègues, par exemple, de sa famille, aussi d'associations, de syndicats, qui du coup ont soit un rôle de proche, soit un rôle de facilitateur et disposent d'un certain nombre de protections pour que le lanceur d'alerte ne se retrouve pas seul dans son parcours qui est toujours très compliqué. Mais excusez-moi de cette question un peu pratique. Le syndicaliste, dans l'intimité de son bureau ou de sa délégation syndicale, peut tout à fait lui dire « moi non plus, je ne me sens pas capable d'aller voir soit la DRH, soit la police directement, puisqu'en fait, on peut passer par des voies externes. » Ça pose aussi une autre question, c'est-à-dire que c'est une délégation de lanceurs d'alerte. Comment ça se vit, ça? Enfin, comment ça peut se faire? Nous, à Entreprise et Progrès, on ne voit pas du tout les choses comme ça. D'accord, non mais On considère qu'il est de l'intérêt de l'entreprise de détecter et de traiter en amont les alertes professionnelles. Non pas pour virer la personne, mais pour que le consensus sur la mission de l'entreprise perdure. Et c'est dans ce sens où je dis qu'un certain nombre d'employeurs, notamment ceux-là, parce qu'ils veulent prévenir les conflits, parce qu'ils veulent la concorde au sens de l'entreprise, ont un intérêt à ce que les lanceurs d'alerte soient identifiés, connus, protégés, et que les déviances qui pourraient, ou les dysfonctionnements, ou la méconnaissance aussi des règles d'entreprise soient identifiés, traités, et il ne s'agit pas de virer X ou Y, il s'agit essentiellement de favoriser l'éthique d'entreprise. Donc c'est une éthique, j'allais dire, structurelle de l'entreprise qui assumerait ce choix éthique d'accueillir, sauf que avant cette loi qui n'a pas encore été votée définitivement, mais elle va l'être, on est vraiment là dans l'actualité, j'ai eu des cas de figure que j'ai rencontrés de lanceuses d'alerte, je ne citerai pas son nom, mais qui avait dévoilé des documents confidentiels issus d'une banque et qui, à l'issue de cette action, avait bien sûr perdu son travail et se retrouvait dans une situation humaine et quotidienne déplorable. Elle était au bord de la pauvreté. Comment on fait là? C'est tout l'intérêt de la suppression des paliers. C'est-à-dire que là, le salarié ou le contractuel ou le stagiaire a la possibilité de passer outre l'entreprise. Donc il n'ira dans l'entreprise que si l'entreprise met en place des canaux efficaces, bien renseignés et qui donnent des résultats, qui permettent d'éviter que le lanceur d'alerte prenne trop de risques. Malgré tout, ça reste quand même une hypothèse sérieuse. Donc plus l'entreprise sera vertueuse, plus le lanceur d'alerte sera incité à utiliser ces canaux internes. Mais Glenn, l'entreprise, elle a un choix. Elle fait soit la sourde oreille et elle dit « toi, t'es un vilain petit canard et je te vire », option 1. Est-ce qu'avec la nouvelle loi, elle ne pourra plus le faire? Elle pourra toujours le faire. Déjà avec Sapin 2, l'entreprise, en tout cas au-dessus de 50 salariés, est obligée, elle est tenue, c'est une obligation légale de mettre en place un recueil des alertes professionnelles. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, avec Entreprise et Progrès, on a édité une plateforme qui s'appelle Solutions lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte doivent au préalable commencer par développer leur alerte là-dessus, avec éventuellement anonymement d'ailleurs. C'est ce que j'allais y venir. Il n'y a pas de protection pour des anonymes. Alors là, le problème, c'est qu'on est un peu dans la dénonciation, parce que s'il n'y a pas de nom, pas de téléphone, pas d'adresse... Oui, mais ça permet à l'entreprise d'anticiper le conflit. Et c'est ça qui est important. Et ça lui permet aussi de veiller à sa réputation. Il n'y a rien de plus important que la réputation. Ça fait des dégâts colossaux. Pour les lanceurs d'alerte, puisque j'évoquais ce cas de figure, mais pour l'entreprise, évidemment, en termes d'image. Rentrons dans les détails. La maison des lanceurs d'alerte. Alors, les cas de figure, on les connaît, on peut les lister. Mais je vais peut-être en rajouter un. Je veux savoir s'ils rentrent dans la corruption, la discrimination, harcèlement au travail, violation de lois et de crimes. Alors là, on va directement voir la police. Là, c'est classique. La violation des droits de l'homme. Donc là, c'est intéressant. C'est un point... oui, ça va être compliqué. Je m'autorise à dire que c'est compliqué. Les cas de fraude, bon là évidemment c'est clairement avéré. Cas de mauvaise administration, mauvaise gestion. Cas de délit d'initié, bon ça c'est un cas assez traditionnel. Compliqué par ailleurs aussi. Déjà traité. Et cas d'utilisation abusive de données. Est-ce que quelqu'un qui voit des comportements déplacés d'un homme vers une femme répétés peut être considéré, lorsqu'il dénonce ces faits, comme un lanceur d'alerte sur les cas d'abus sexuels ou d'agression sexuelle? Alors c'est un délit. Donc pour la loi oui, pour la maison des lanceurs d'alerte, ça ne va pas être notre
public cible. C'est-à-dire que nous, on va traiter des alertes d'intérêt général. Si on a une dénonciation, c'est le terme, une dénonciation d'un fait systémique, là, on va rentrer en jeu. Si c'est un cas unipersonnel, on va conseiller à la personne d'aller voir soit un syndicat, soit une organisation qui pourra l'aider dans son parcours. Dans la liste que je viens de vous citer, alors ça, c'est les cas typologiques, enfin, les plus courants. Là, aujourd'hui, cette maison des lanceurs d'alerte est un accueil. On a bien compris que ce n'est pas une maison en dur où on allait dormir, se restaurer, mais en revanche, on allait y tirer de l'information, du soutien et de l'aide. Les gens qui vous appellent aujourd'hui, c'est quelle typologie de personnes, sans rentrer dans les détails, bien entendu? De toute façon, je ne les aurai pas les détails, puisqu'en fait, on a vraiment des conditions strictes de confidentialité où les lanceurs d'alerte passent par notre équipe juridique et nous, on est amené à les connaître. Moi, je ne suis pas juriste. On est amené à les connaître s'ils ont besoin d'un accompagnement médiatique qui permet de donner leur nom. Donc nous, on va avoir des cas très très divers. On va avoir beaucoup de cas de corruption, on va avoir des cas reliés à la santé publique, à l'environnement, au droit du travail, mais à nouveau dans des cas systémiques. On va avoir des... C'est vraiment très variable. Il y a, j'allais dire, une typologie très très vaste. En fait, il y a à peu près, tout domaine peut être l'occasion d'une alerte. Donc, mais est-ce qu'il y a des tendances particulières en ce moment? On voit que les sujets autour du climat, de l'environnement, de la destruction de la planète, j'imagine que vous devez être très sollicité sur ces sujets. Alors sur le climat, probablement pas, puisque en fait l'alerte a déjà été lancée. Maintenant, on est plutôt dans la phase il faut traiter. On est tous des lanceurs d'alerte pour le climat. Et ça fait quelques années que ça dure. Sur des questions environnementales plus locales, effectivement, là, on peut en avoir de façon assez significative. Il y aura évidemment des effets de mode. Je pense que l'effet Covid a eu aussi une incidence sur les cas de maltraitance en interne qui peuvent être liés à des situations pas forcément délibérées. Mais les EHPAD, par exemple, est-ce que vous avez des personnes qui, anonymement ou pas, vous disent « j'ai été témoin » ou « j'ai vécu » et dans ce cas-là, est-ce que dans l'affaire Orpea, puisque c'est d'elle dont il est question, mais et d'autres, est-ce qu'on peut les considérer comme des lanceuses ou lanceurs d'alerte? Tout à fait, tout à fait. Alors moi, je ne pourrais pas vous rapporter de cas parce que je n'ai pas cette information, mais effectivement, ils rentrent tout à fait dans ce cadre-là. Maître, la suite de cette loi, c'est que, je le redis, c'est un peu technique, mais il y a des décrets d'application, tout ça doit se mettre en branle, et ensuite les avocats reçoivent évidemment par Internet ces nouvelles lois qui arrivent, et vous en avez tous les jours sur vos téléscripteurs. Il y a des cas plus difficiles que d'autres. Par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure, la violation des droits de l'homme. Quelqu'un qui se considère, qui dit « je suis lanceur d'alerte sur les droits de l'homme », c'est compliqué ça? Comment on fait? Alors c'est très compliqué. La première chose à faire, c'est une enquête. Et nous formons les référents internes de l'entreprise à recevoir les alertes et essayer de dépatouiller le sujet. S'ils n'y arrivent pas, ils retournent vers les avocats, naturellement. Ou la maison. Alors, le lanceur d'alerte va peut-être sur la maison s'il n'est pas traité correctement, mais si les référents sont correctement formés, ils savent traiter l'alerte. Parce qu'il faut bien voir, 80%, notamment dans les PME, les alertes, c'est du harcèlement. Harcèlement sexuel, harcèlement moral. Donc nous, on est sur, effectivement... Vous les considérez comme des lanceurs d'alerte, vous êtes bien d'accord? Bien sûr, c'est une alerte professionnelle. Le mot lanceur d'alerte fait peur parce qu'il fait référence, effectivement, à des gens dans des banques, dans des journaux, etc. Dans la réalité, l'alerte professionnelle, c'est beaucoup plus simple que ça. Oui, c'est parfois plus prosaïque. Ouais. C'est beaucoup plus prosaïque et c'est beaucoup plus nombreux aussi. Et c'est cela qu'il faut traiter. On le voyait tout à l'heure dans l'étude des cadres, sur ces 1000 cadres qui avaient été interrogés par CECAFI, une étude CGT-CECAFI, où on voyait qu'une partie disait pour des questions éthiques, un certain nombre disait « je ne peux pas accepter ce qu'on me demande de faire ». Enfin, je veux dire, c'est pléthorique ce nombre de cadres, c'est gigantesque. Oui. Comment vous vous situez par rapport à ce sujet? Parce qu'il y a évidemment les lanceurs médiatiques, puis il y a ces centaines ou dizaines de milliers de cadres qui disent « moi j'avale des couleuvres à longueur de journée, sur le plan éthique ça ne me plaît pas, mais de toute façon j'ai pas le choix, j'ai une hiérarchie et je dois gagner ma vie ». Qu'est-ce que vous répondez là? Alors, on a un petit souci en France et dans d'autres pays, c'est que le lanceur d'alerte initialement ne sait pas qu'il est lanceur d'alerte. Et ne sachant pas, il ne sait pas non plus vers qui se tourner. Peu savent que le défenseur des droits est l'autorité qui protège, qui est en charge de protéger les lanceurs d'alerte. Nous, la maison des lanceurs d'alerte, on a 3 ans d'existence, peu nous connaissent. C'est vrai. Donc le lanceur d'alerte va aller peut-être, si c'est une alerte environnementale, il va peut-être taper à la porte d'un journal ou d'une association environnementale. D'une ONG, ouais. D'une ONG qui ne saura pas forcément comment traiter, qui des fois fera remonter l'alerte vers... Oui, le premier réflexe, c'est d'aller voir un journaliste et de le dénoncer en général. Non, le premier réflexe, bizarrement non, c'est pas bizarre, mais le premier réflexe, c'est d'aller voir à l'intérieur de l'entreprise le supérieur hiérarchique pour dire il y a un problème, il faut le régler. Et c'est quand le problème n'est pas réglé que là, il se pose des questions en se disant j'ai mis les pieds dans quelque chose que je ne maîtrise plus et à qui je peux m'adresser. Et ça devient trop gros pour moi. Ça finit par devenir trop gros. Mais j'entends le discours d'Aline Jacquet-Duval qui dit nous, les entreprises, en tout cas d'entreprises et progrès, puisque vous les représentez, nous, on doit avoir une démarche éthique. Absolument. Mais est-ce que vous, par rapport aux interlocuteurs qui vous appellent, vous sentez quand même de la part de l'entreprise des résistances? On n'est pas en contact directement avec les entreprises. Nous, on est vraiment... Non, mais j'entends, ils ne vous appellent pas directement, mais par l'intermédiaire de ceux
qui vous parlent? Est-ce que ceux qui vous parlent vous disent 1, j'ai peur, 2, j'ai peur de perdre mon boulot, 3, l'entreprise n'est pas prête à entendre ce que j'ai à dire? Comment ça se passe? Alors, on le voit de deux façons. La plupart des lanceurs d'alerte qu'on va recevoir auront déjà fait le palier 1, le palier 2, auront peut-être déjà eu des représailles ou seront en passe d'avoir des représailles, des procédures en diffamation ou des risques de licenciement ou des licenciements avérés. Et on a aussi les échos des syndicats qui se rendent compte que finalement les canaux internes qui sont censés, c'est une obligation, mais c'est une obligation qui n'est pas assortie de sanctions. Donc énormément d'entreprises n'ont pas mis en place ces canaux puisqu'elles n'auraient aucun intérêt, elles pensent n'avoir aucun intérêt à les mettre en place puisqu'elles n'ont pas de sanctions et qu'elles ont très longtemps vu le lanceur d'alerte comme quelqu'un de nuisible. Mais bien sûr. Que le lanceur Il y a d'alerte est une quelqu'un amende dans la nouvelle loi qui est importante, 60 000 €. Hein. Pas pour les représailles, pas pour l'absence Pour de le canon. Bayon. Oui, mais pas C'est pour la l'absence loi de- Bayon. pas pour La loi l'absence de Bayon, canon. on est d'accord. L'amendement Bayon. Non, mais j'entends, mais après, il y a les peines encourues dans le code et puis il y a la réalité ensuite. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, parce que ça c'est une question importante, et on va parler ensuite des conséquences judiciaires et juridiques et financières, parce que les lanceurs d'alerte sont souvent harcelés au civil par des huissiers qui viennent. Donc il y a une pression psychologique énorme sur eux. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des dizaines de milliers de salariés, cadres ou pas d'ailleurs, qui finalement se disent je me tais parce que ça sert à rien de le dire, parce que finalement je sais pas trop où aller, ce que je vois est inadmissible mais j'y vais pas. Je pense que le précalcul qu'ils font, c'est se dire est-ce que ça va changer les choses? C'est ça. Et souvent, la réponse est les chances sont très faibles. Maintenant, malgré tout, peut-être que, comme certains ont réussi à avoir gain de cause, je vais faire ce pas en avant. Mais qu'est-ce que je risque? Et le premier contact C'est avec ça. les collègues, c'est non, n'y va pas, tu vas prendre des risques pour rien, ça va rien changer. Puis en plus, tu On arbitre quoi. On Oui, c'est arbitre ça. entre bénéfices et risques. Et on voit bien que le risque est supérieur au bénéfice. Enfin, faut être honnête. Progressivement, il généraliser. Il va se réduire ce risque. Ouais. Vous êtes d'accord? Le bénéfice, il n'y en a pas? Une entreprise qui a affaire à du public et qui vend dans la grande consommation, son inconvénient, enfin, je veux dire, son risque majeur, c'est sa réputation. Et là-dessus, je pense que les entreprises préfèrent traiter correctement quand il y a une alerte, plutôt que de laisser filer et bâillonner, parce que ça, c'est la certitude de se retrouver sur Facebook, sur tous les réseaux, avec de vrais sujets. Alors, il y a 3 sujets que j'aimerais voir avec vous. Il y a le harcèlement judiciaire. Je pensais à Denis Robert, alors qui n'est pas au sens propre un lanceur d'alerte, mais quand il avait lancé cette affaire Clearstream, qui s'était d'ailleurs bien mal finie, sur ce fichier, évidemment, de cette chambre de compensation luxembourgeoise pour resituer l'affaire, il avait été, d'ailleurs, il en a fait un documentaire, il avait été harcelé par les huissiers qui, quasiment chaque jour, venaient lui déposer un document l'obligeant à payer des millions d'euros. La loi protège le lanceur d'alerte de ces risques de l'entreprise, qui va dire tu m'as eu, mais maintenant je vais t'avoir sur la durée. Alors, on est encore un peu dans le flou parce qu'on attend les décrets d'application et oui, les on jugements voyait. effectifs. Mais effectivement, là, la loi prévoit que le lanceur d'alerte qui se retrouve en situation financière dégradée puisse demander au juge que l'attaquant provisionne ses frais de justice. Et il peut même récupérer, mais on ne sait pas à quelle hauteur. C'est-à-dire que, par exemple, Denis Robert, c'était des millions d'euros. Je ne suis pas sûr que le juge demande à l'attaquant de provisionner des millions d'euros. Donc on est encore un peu dans le flou là-dessus. Ce qui est important, c'est que le lanceur d'alerte, ce que le Sénat ne voulait pas, le lanceur d'alerte pourra gagner ses frais de justice, enfin récupérer donc la provision des frais de justice, même s'il perd son procès, puisqu'il est parti d'une situation où il est de bonne foi. Donc lui avait l'intime conviction que ce qu'il racontait était vrai. S'il s'avère qu'il s'est trompé, malgré tout, sa situation se sera dégradée et il pourra quand même récupérer. C'est un débat ténu parce que s'il perd en justice sur un fait parce qu'il était lanceur d'alerte, c'est vrai que le Sénat avait réagi, j'ai lu ce... Est-ce qu'il reste toujours un lanceur d'alerte, même si par ailleurs la justice ne lui a pas donné raison? Oui. Oui, mais ça n'empêchera pas d'avoir à payer des dommages et intérêts si l'entreprise... Exact. Là, cette fois-ci, il peut récupérer, enfin, il ne pourra pas débourser, ça coûte cher, hein, les frais de justice. Deuxième sujet, et je dis ça avec le sourire, évidemment. Deuxième sujet, c'est la protection. Ça, c'est un élément supplémentaire, parce qu'on oublie, on pense aux lanceurs, mais on oublie la femme, les enfants et tous les proches qui, en général, sont embarqués dans l'histoire. Qu'est-ce que propose la loi? Mais les mêmes ils sont protections. embarqués aussi dans une histoire de dénonciation calomnieuse. Absolument, absolument. Et on en voit. On en voit. C'est-à-dire qu'en fait, la femme ou le mari se retrouve impliqué, La puisque famille complice. est impactée, quoi qu'il arrive. Que ce soit vrai, que ce soit faux, c'est impacté. C'est l'air du temps. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Glenn Millot, concrètement, la famille, comment on la protège là? Alors, justement, la directive a proposé que de traiter les proches aussi, que ce soit les collègues ou la famille, C'est ça. et qui peuvent bénéficier des mêmes protections. Donc, imaginons, j'ai quelqu'un de ma famille qui est dans l'entreprise et qui pourrait servir un peu de fusible pour faire taire le lanceur d'alerte, il bénéficierait de la même protection. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée. Mais Ça évite les dommages collatéraux ou les pressions indirectes. est-ce que vous avez des affaires là en ce moment chez vous, dans cette maison, de salariés, de cadres, qui vous semblent explosives et dangereuses? C'est-à-dire que si cette personne
personne était accompagnée, n'était pas accompagnée par la maison, ça pourrait avoir des conséquences terribles, tant pour l'entreprise que pour celui qui vous a appelé. Alors, je pense qu'on doit faire preuve d'humilité. Notre accompagnement, malgré tout, on ne sauve pas la vie des gens. On va leur donner un accompagnement juridique, leur expliquer quels sont les risques qu'ils prennent, quels sont leurs droits, éventuellement les emmener en direction d'un journaliste qui pourra faire une enquête un peu plus approfondie. C'était un peu ma question. Ouais. Vous les orientez aussi pour médiatiser cette affaire. S'ils le souhaitent et si les risques pesés liés à la médiatisation valent le coup. Dans certains cas, les risques sont trop grands. La médiatisation posera plus de problèmes qu'elle permettra de résoudre. Excusez-moi d'être un peu concret, mais ça met en danger la personne si elle médiatise. Ça peut la mettre en danger ou ça peut la protéger. On est vraiment obligé d'évaluer au cas par cas les situations. Et il y a des cas, et je termine et je vous donne la parole à Aline, mais il y a des cas où vous dites à ce lanceur d'alerte, en tout cas qui pense l'être, tu fais fausse route, vous faites fausse route, on n'est pas dans un cas de lanceur d'alerte. Est-ce qu'il y a des cas où vous dites on n'est pas dans un cas avéré? Alors, oui, ça, évidemment, d'une part, et d'autre part, dans certains cas, on n'a surtout pas les éléments qui permettent de prouver que les allégations donnent ce droit au lanceur d'alerte. Enfin, il aurait du mal à prouver son intime conviction ne suffirait pas. Donc lorsqu'on a des dossiers qui sont vraiment trop incomplets, qui sont du domaine de la rumeur par exemple, qu'on ne pourrait pas qualifier autrement que d'une rumeur, on ne peut pas accompagner juridiquement parce que ça ne tiendra pas la route 2 minutes devant un tribunal. Et ultime question, et je vous donne la parole à Aline, concrètement tous les dossiers qui sont évidemment gardés au chaud dans des ordinateurs très sécurisés, à quel moment vous dites ça part, article 40, on est obligé d'en parler à la justice, systématiquement, comment ça se passe? Alors c'est l'article 40, c'est systématique, c'est une obligation. Non mais quels sont les dossiers où vous dites celui-ci, on l'étudie, on ne le donne pas à la justice ou à la police? Comment on fait là pour choisir? Alors nous on va pas faire on ne sert pas de relais, on n'aurait pas le droit de le faire, on n'est pas facilitateur. Non mais c'est pour ça que j'essaie de comprendre. On le fera peut-être avec justement cette nouvelle qualification de facilitateur. Pour l'instant on va orienter la personne, Première étape. Ouais. Ensuite, on peut très bien accompagner juridiquement la personne en établissant les faits que l'avocat avec qui on va être confronté. Vous cadrez en fait les choses. Et le juge pourra s'appuyer sur notre diagnostic pour aussi arguer de la capacité du lanceur d'alerte à être qualifié de lanceur d'alerte. Côté entreprise, parce qu'en même temps, Entreprise et Progrès, on l'a compris, vous portez cette charte, il y a cette volonté de faire avancer le sujet. Oui, et de prévenir les conflits. Et prévenir évidemment les conflits, et donc prévenir les COMEX, en tout cas sensibiliser les COMEX à l'idée qu'il faut être vigilant sur la manière dont on pratique former des métier. Référents qui recueillent les alertes, parce que ce sur quoi je voudrais insister là, c'est que bien sûr il y a des grands lanceurs d'alerte qui sont très médiatisés, mais il y en a combien? Ça se compte sur les 10 doigts de la main au maximum. Dans la réalité, vous avez tout un tas de gens qui, parce qu'ils sont dans un monde hyper complexe, qui n'ont pas saisi toutes les applications, que l'entreprise s'est mal expliquée, qui se retrouvent s'imaginer être lanceurs d'alerte et qui ne le sont pas. Donc, avant de partir dans des délires un peu, il faut traiter en amont ces problèmes, expliquer aux gens, de dire, voilà pourquoi, vous pensez que c'est une alerte, mais ça ne répond pas aux caractéristiques. Ça revient à ma question tout à l'heure. Parfois, c'est quand même tiré par les cheveux, c'est pas... Alors, il s'agit de les accueillir avec bienveillance. Dire les gens ne s'inventent pas chevalier blanc pour rien. C'est que quelque part, ils ont été choqués, ils ont été heurtés dans leur conscience, parfois. Il faut leur expliquer. Si c'est une véritable alerte, l'entreprise a intérêt à le traiter et à traiter correctement son lanceur d'alerte. Et si ça ne l'est pas, elle a intérêt à former le salarié. Probablement qu'il y a des dysfonctionnements, parce que vous savez, on est toujours à la marge dans ces cas-là. Donc, des dysfonctionnements internes, écoutez, il faut les entendre et les traiter, ou des véritables alertes, et qu'il faut traiter aussi de toute urgence. Un mot sur les journalistes, parce que finalement, quand on parle des lanceurs d'alerte, il y a parfois des journalistes qui enquêtent, dont ils sont propriétaires de la source, c'est-à-dire qu'ils ne divulguent pas leur source, et on en revient un peu au débat des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire on m'a dit que, le syndicaliste, on m'a dit que, j'ai le papier, mais je ne vous dirai pas qui. Oui. Et l'entreprise va cuisiner la personne en disant, mais il faut que vous... Et les journalistes, pour certains, sont allés jusque devant les tribunaux pour dévoiler des sources, notamment quand ça touchait aux questions de renseignement. D'ailleurs, la loi met de côté les lanceurs d'alerte renseignement, on est d'accord, hein. Oui. Il y a une loi spécifique. Il y a une loi spécifique. Hein, comment ça se passe là? Le journaliste peut aussi, entre guillemets, avoir ce statut de lanceur d'alerte ou pas? Le journaliste, non. Mais par contre, si sa source voit son identité révélée, avec la loi Wesermann, qui va être votée... Quel député qui porte ce texte. Voilà. La personne dont l'identité aura été révélée récupérera a posteriori le statut de lanceur d'alerte. Et qui dit statut de lanceur d'alerte dit obligation de confidentialité. C'est-à-dire que l'employeur qui voudrait connaître son identité est pénalement sanctionnable. Alors attendez, concrètement, le journaliste divulgue son identité. Donc non, le journaliste ne va pas le divulguer, mais peut-être que d'une façon ou d'une autre, l'identité sera révélée. Et du coup, le lanceur d'alerte récupère... la source devient lanceur d'alerte, récupère le statut de lanceur d'alerte. Pour le dire simplement, ça veut dire que le journaliste n'a pas bien fait son travail, il balance le nom sans savoir
savoir qu'il balance le nom et cette personne dont on balance le nom, je suis un peu abrupt, peut devenir lanceur d'alerte. Voilà. C'est bien cela. Alors, il y a des cas plus nuancés, c'est-à-dire que par exemple Antoine Deltour, le journaliste, exact. a fait son travail et c'est Luxembourg. Hein. Voilà, LuxLeaks. Et en fait, la seule personne qui pouvait avoir accès à ces informations, ça a été croisé en fonction de la date où elles ont été récupérées. C'est avéré que c'était Antoine Deltour. L'entreprise a fait son enquête interne. Le journaliste n'a pas eu de maladresse. C'est-à-dire que le simple fait de dévoiler cette alerte guidait vers l'identité du lanceur d'alerte. Juste d'un mot, puisqu'on est dans le métier de journalisme et que je le pratique, quelqu'un qui infiltre une entreprise, je pense à l'émission Cache Investigation, qui se fait passer pour un salarié dans une déchetterie en train de trier des boîtes en plastique. Il a un contrat de travail, il est salarié, mais en même temps il est en double activité puisqu'il est là pour infiltrer, un peu comme le ferait un agent du renseignement. Est-ce que ce journaliste peut être considéré comme un lanceur d'alerte ? S'il a un contrat de travail, oui. Dans l'entreprise ? S'il a un contrat de travail, oui. Là, actuellement, ce que propose la loi, c'est que... la loyauté quand même. Oui, mais loyauté ou dysfonctionnement majeur... Vous voyez, on touche des zones sur lesquelles l'entreprise qui sera défendue par un avocat ou une avocate dira « Mais attendez, j'ai été floué. Le salarié, en fait, c'était dissimulé et c'était un journaliste. » Donc, c'est compliqué, ces cas de figure précis. Parce qu'en fait, le journalisme, aujourd'hui, infiltre de plus en plus l'entreprise. Mais si je prends un exemple caricatural, vous avez quelqu'un qui va s'infiltrer dans une centrale nucléaire... Par exemple, ce qui était Greenpeace en l'occurrence. Et qui s'aperçoit qu'il y a un dysfonctionnement majeur. Tricastin. Est-ce que vous allez vous intéresser à la nature, à la posture du lanceur d'alerte, ou est-ce que vous allez d'abord vous intéresser au risque qui est signalé ? C'est vrai. Non, mais vous faites référence à une affaire en ce moment de lanceur d'alerte, puisque vous parlez de l'affaire de Tricastin, si c'est de ça dont vous faites référence. C'est une des affaires. Une des affaires que ce soit traité, voilà. Évidemment. Je vous sens prudent parce que vous me parlez de l'affaire Tricastin, et en fait, si j'entends bien ce que vous me dites avec beaucoup de souplesse, c'est qu'il y a d'autres dossiers sur le nucléaire où il y a des lanceurs d'alerte. On est d'accord. Tricastin, j'ai lu que c'était un cadre et qui disait que globalement, l'entreprise ne gérait pas tout à fait bien la manière dont c'est un lanceur d'alerte. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quelqu'un qui est pro-nucléaire, c'est pas quelqu'un qui... Tout à fait, il dit je défends le nucléaire et je veux du nucléaire. Lui, il a le statut. Oui. Excusez-moi, c'est une question, avant de nous quitter, un peu abrupte. On aura un papier dans sa poche en disant je suis lanceur d'alerte, je vous prouve que je le suis. Un gilet pare-balles. Non, mais c'est terrible ce que vous dites. C'est à peu près à ça que... Ça sera le rôle de défenseur des droits. Il aura 6 mois pour rendre un avis et donner... pour valider ou pas le fait s'il a bien ce statut. Tout à fait. Donc ça permettra quand même à la personne d'avoir un document à montrer. Parce que je peux très bien dire dans la rue en sortant, écoutez, je suis lanceur d'alerte. C'est pas un métier, lanceur d'alerte. C'est pas un métier, il faut que le lanceur d'alerte sorte ce rôle de lanceur d'alerte le plus vite possible pour lui-même. C'est important que l'alerte soit traitée le plus vite possible et que lui revienne dans son droit chemin. Débat passionnant qui n'est pas tout à fait réglé, puisque maintenant les décrets d'application doivent arriver, et je pense que là le diable se cache dans les détails, vous savez. D'une part, et la loi ne rentre en application que 6 mois après sa promulgation, donc on a encore 6 mois de loi Sapin 2 version... Pour s'ajuster, un inconvénient quand même, c'est-à-dire que le lanceur d'alerte n'est plus obligé de passer par les canaux internes. Très important. Il peut passer tout de suite par l'extérieur. Oui, et ça c'est très ennuyeux, parce que toutes les entreprises qui ont mis en place des plateformes de recueil des alertes professionnelles, je dirais, qui ont joué le jeu, qui ont été éthiques, se retrouvent un petit peu floués. Sans passer par la case DRH. Je pense qu'il va falloir continuer à mettre en place ces solutions de plateforme pour que les salariés sachent qu'ils seront bien accueillis quand ils ont des alertes. Ça, c'est important, vers les avocats ou vers la maison des lanceurs d'alerte. Merci à vous, Aline Jacquet-Duval, avocate en relations sociales, et vous êtes membre du comité scientifique d'entreprise et progrès avec l'éthique dont vous avez parlé, qui est un mot important. Et merci à Glenn Millot, qui vient aussi nous parler de cette maison qu'on ne connaît pas assez et évidemment qu'on a mis en valeur dans notre émission, délégué général de la maison des lanceurs d'alerte, avec encore 6 mois de Sapin 2. Vous l'avez dit, avec un peu de dépit. Plus que 6 mois, puisque la loi ne change pas. Voilà, mais vous êtes arrivé presque au bout. Vous vous êtes battu. Merci d'être venu sur le plateau. On termine par notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. On quitte le sujet, on s'intéresse au marché de l'emploi. En 2022, c'est quoi les tendances de ce marché de l'emploi ? On en parle avec un expert de chez Indeed.